Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous et d'animer ce colloque sur un sujet d'une actualité brûlante à l'occasion de ces rencontres des entrepreneurs de France. On parlera des nouvelles menaces, bien évidemment, du réarmement mondial. Les dépenses militaires ont doublé en 20 ans à 2000 milliards de dollars par an. Et puis des réorientations stratégiques nécessaires, la guerre en Ukraine ayant remis la question militaire au cœur de nos préoccupations quasiment quotidiennes. Comme vous le savez, à l'automne 2021, la France a révisé sa vision stratégique et les armées envisagent un retour au conflit de haute intensité, d'où la nécessité d'un réarmement. Alors ce réarmement est bien évidemment un défi national, c'est aussi un défi européen, comme l'a rappelé récemment le chef de l'État. Où en sont vraiment la France et l'Europe ? Quels sont les nouveaux terrains de confrontation, terre, air, mer, espace, mais aussi cyber, on le sait aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Est-on prêt ? Comment nos industries de défense se préparent-elles face à ces nouveaux défis ? On abordera tout cela tranquillement avec nos interlocuteurs tout à l'heure. J'ai le plaisir et l'honneur d'animer ce rendez-vous, de faire en sorte que chacun respecte son temps de parole. Ça ne va pas être une tâche facile. Je compte sur vous pour m'aider. Et je demande à Geoffroy Roux de Bézieux d'abord de montrer l'exemple. Il a 10 minutes, président du MEDEF, de venir me rejoindre sur scène. Et merci encore de nous accueillir pour ces rencontres des entrepreneurs de France placés sous le signe de la défense et de l'industrie de l'armement. Bonjour. Bonjour, bonjour Geoffroy. Alors, je pensais que tu allais commencer avec une question, mais manifestement, il y a eu un petit bug. Donc, je vais répondre à la question que tu m'as pas posée. Pourquoi vous organisez cette rêve défense ? Qu'est-ce qui vous a conduit à tenir cet événement ? Merci, mon cher Bernard, de m'avoir posé cette question non préparée, comme vous avez pu tous le voir. Bon, d'abord, je ne sais pas si tout le monde le sait, en tout cas peut-être les gens dans la salle, mais pas forcément ceux qui nous regardent en visio. Il y a depuis maintenant une trentaine d'années une organisation qui s'appelle le CLD, Comité Liaison Défense au sein du MEDEF, que préside Emmanuel Viellard, qui interviendra tout à l'heure, dont le but, la vocation, la raison d'être est de rapprocher le monde de la défense et le monde de l'économie et des entreprises. A démarré au moment de la fin du service militaire où on se disait finalement ces deux mondes risquent de s'éloigner, comment est-ce qu'on fait pour les rapprocher ? Et il y a beaucoup d'actions qui sont menées autour du rapprochement donc du monde civil et du monde militaire. Au départ, beaucoup autour de la conversion, de la reconversion des militaires, mais il y a beaucoup d'autres actions. Par exemple, une action qu'on mène là depuis 4-5 ans sur la reconversion des blessés. Ouais. Y compris les blessés. Avec un petit... Exactement, et qui a été décliné en province. Recruter dans vos équipes un militaire blessé. Il y a blessé. tout le sujet des réserves qui prend une forte actualité quand on voit dans le programme du président de la République récemment élu l'ambition de doubler le nombre de réservistes, qui sera une ambition pas facile. Il y a évidemment des sujets autour des industries de défense, etc. Et évidemment, alors on n'avait jamais fait de réunion spécifique autour du thème de la défense, mais l'actualité nous a rattrapés. On a tous vu, quel que soit le tropisme des uns et des autres, ce qui s'est passé en Ukraine, donc à 1000 km. Il se trouve que moi, le hasard fait que j'ai emmené une délégation en Ukraine quelques mois avant le début de la guerre. Donc voilà, j'ai été particulièrement touché. Et puis, bon, à titre personnel, je crois que chacun le sait, j'ai un petit tropisme, alors à la fois bleu marine et kaki. Et donc, ce sont des sujets qui m'intéressent, sur lesquels je pense que les entrepreneurs doivent se positionner et en tout cas être à l'écoute, parce que ce mot d'économie de guerre qui a été prononcé par le président de la République il n'y a pas très longtemps nous met tous, ou risque de nous mettre tous à contribution. Alors, comment vous réagissez au conflit actuel et quel est le regard que vous portez sur ce conflit et ses répercussions éventuelles sur la diplomatie ? C'est une vieille leçon qu'on connaît tous, le danger ne vient jamais là où on l'attend. Je vais vous raconter tout simplement mon entretien avec le président Zelensky au mois de juillet. Personne ne connaissait Zelensky. Ma fiche préparée par l'ambassade, il était à 15% de code de sympathie, et donc c'était, de toute façon, ce président ne restera pas très longtemps. L'important, c'est vous lui parler du marché, je sais plus, il y avait le métro, l'autoroute, le truc, le machin, l'aéroport. Et lui m'a parlé de l'Europe, de l'OTAN, et m'a dit, il faut que vous nous aidiez à rentrer dans l'OTAN et dans l'Europe. Et bon, on n'était pas venu pour ça, on discute avec l'ambassade. Je dis, mais cette peur des Russes, c'est quand même incroyable, il ne nous a parlé que de ça, etc. Et effectivement,
collectivement, on n'a pas pris au sérieux cette menace. C'est pour ça qu'on a été tous surpris. On a ensuite été surpris par la rapidité avec les Russes ont avancé pendant les premiers jours. Et puis on a été surpris avec toutes les difficultés qu'ils ont eues et la résistance incroyable et formidable des Ukrainiens. Tout ça pour dire quoi? Qu'il faut se préparer. Et ce n'est pas quelque chose qu'on sait faire forcément bien dans l'entreprise, à l'impensable et à l'impensé. C'est ce que font plutôt bien les militaires. Vous avez dû voir que, je crois que le chef d'état-major a demandé ou le ministère de la Défense, je ne sais plus, à des auteurs de science-fiction de préparer des scénarios de guerre alternative. Le monde de l'entreprise est paradoxalement un monde qui ne sait pas toujours se préparer à l'impensé et à l'impensable. Par contre, c'est un monde qui réagit très vite. Et on l'a vu pendant le Covid, où, face à une situation totalement nouvelle, puisqu'on s'est retrouvé arrêté, empêché de travailler, finalement, quand il manquait des masques, quand il manquait des respirateurs, quand il manquait du paracétamol, c'est en général les entreprises qui ont été beaucoup plus agiles pour trouver des solutions, des remplacements, protéger leurs salariés et permettre à l'activité économique de continuer. Et je cite cet exemple parce qu'il n'est pas très connu. Un des secrets les mieux gardés de la réussite de la logistique américaine pendant la guerre 39-45, c'est un Français, professeur à Harvard, qui portait en plus un nom malheureusement connu, mais de l'autre côté, puis s'appelait Doriot. C'est un lointain cousin de l'autre Doriot, que les Américains ont promu de professeur de logistique et d'organisation à Harvard en général dans la logistique directement. Il a eu ses étoiles sans passer par la case traditionnelle et il a été en charge de l'effort de guerre américain. Et ça montre bien d'une certaine manière que l'économie de guerre, c'est aussi de l'économie et que même si évidemment ce n'est pas notre actualité, il faut y réfléchir et s'y préparer. On disait que la guerre au Vietnam avait dopé considérablement la croissance économique américaine. Et par ailleurs, il se trouve que j'étais en Ukraine la semaine dernière et que j'ai été dans le Donbass en 2014. En 2014, on pouvait se poser la question de savoir s'il y avait un patriotisme ou une nation ukrainienne. Aujourd'hui, on peut affirmer qu'elle existe vraiment. Enfin, je n'ai jamais rencontré un peuple aussi déterminé, tant et si bien que même Zelensky lui-même a annoncé il y a 15 jours que il veut reprendre la Crimée. Et toutes les zones depuis près 2014. Alors face à ces défis et ces tensions géopolitiques croissantes, à ces blocs qui s'opposent tant sur le plan militaire que sur le plan économique, quel rôle peuvent jouer les entreprises justement ? Alors, si on dézoome un tout petit peu et au-delà de l'affaire ukrainienne, on voit quand même qu'on est rentré dans une autre période économique et géopolitique. C'est vraiment la fin de l'époque qui a démarré en 92 avec l'entrée de la Chine dans l'OMC, enfin la décision de faire entrer la Chine dans l'OMC, où on était tous collectivement persuadés que ça allait contribuer à établir au fond un régime de type démocratie occidentale à peu près partout. C'est la fin de l'histoire de Fukushima, pardon. Fukushima, c'est un volcan. Fukushima, c'est plus compliqué. C'est cette idée, au fond, que le doux commerce allait amener tout le monde vers le même modèle et donc forcément faire presque disparaître la notion de guerre. Sauf que ça ne s'est pas produit comme ça et que les intérêts, les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, disait le général de Gaulle. Ça se retrouve effectivement dans la volonté de puissance d'un certain nombre de nations qui en général sont plutôt des pays autoritaires. Je ne les cite pas, vous les reconnaissez, qui ont des régimes politiques qui sont différents des nôtres et qui font passer au fond leur volonté de puissance avant leur volonté de bien-être. Si je résume un tout petit peu la manière dont les opinions publiques se confrontent, les opinions publiques des pays qui cherchent à étendre leur influence fortement sont des opinions publiques qui privilégient la fierté, le nationalisme à leur bien-être immédiat et les opinions publiques des pays occidentaux ont une vision un peu différente. C'est pour ça d'ailleurs que je crois qu'il y a un thème sur l'esprit de résistance ou de résilience qui me paraît assez fondamental à traiter en France en 2022. Et donc nous, en tant que représentants du monde économique, on doit se garder de deux défauts au fond. Le premier défaut, c'est de rester un peu les idiots, les naïfs du village mondial et de croire qu'il faut continuer à faire naïvement du commerce et que tout va bien se passer. Parce qu'on va de désillusion en désillusion. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple en Chine,
pour nos entreprises, où on voit secteur après secteur une concurrence féroce, une bureaucratie qui finalement pèse sur nos entreprises, y compris sur les expatriés, pour les pousser à réduire leur footprint, leur empreinte sur place. Donc il y a ce défaut-là, mais il y a l'autre qui consisterait à se replier sur nous-mêmes, à jeter ce qu'a amené le libre-échange avec l'eau du bain, en quelque sorte, et à ne plus faire que de commerce qu'avec des pays qui sont similaires. C'est cette difficulté qui est la nôtre. Nous, on considère qu'on doit essayer de faire du commerce avec tout le monde, en respectant bien sûr les sanctions internationales, et qu'il faut arriver à continuer, et c'est d'ailleurs un des rôles difficiles qu'a MEDEF International, qui doit continuer à essayer d'emmener nos entreprises françaises à l'export, à la conquête des marchés étrangers, y compris dans des pays qui ont un système de valeurs qui n'est pas le nôtre. Il y a une commission défense au MEDEF? Non, il n'y a pas une commission défense en tant que telle, puisqu'on n'a pas de commission sectorielle au sens industrie. Vous voyez, on n'a pas une commission, je ne sais pas quoi, agroalimentaire, etc. Chaque fédération, il y a évidemment une organisation des industries de défense qui est totalement compétente et autonome. Non, par contre, on a une commission internationale qui essaye, avec difficulté, de trouver la bonne doctrine. Moi, en arrivant, une des premières choses que j'ai faites en 2018, qui avait un peu fait hausser quelques sourcils à l'époque, c'était créer un comité souveraineté et sécurité économique des entreprises. Parce que l'autonomie, ça n'est pas le protectionnisme. L'autonomie ou la souveraineté, alors le mot est un peu plus connoté politiquement, c'est la capacité d'être suffisamment fort sur ses fondamentaux pour pouvoir commercer avec tout le monde, mais sans dépendre. Et c'est vrai que les dernières années, notamment le Covid, mais la guerre en Ukraine, nous ont montré quelques fragilités et quelques dépendances. Et quand on parle collectivement de réindustrialisation, qui est devenu peut-être le seul thème sur lequel l'échiquier politique en entier est prêt à investir, même si on ne met pas forcément la même chose derrière, cette réindustrialisation, on ne va pas tout refaire en Europe et en France. Mais il y a quelques points, quelques secteurs sur lesquels on ne peut plus dépendre massivement de certains continents. Ça n'est plus acceptable, ni possible, ni résilient. Merci beaucoup. J'ai respecté mon timing. Oui, tout va bien. Merci Geoffroy. Merci, cher Bernard. Alors, pour nous donner la vision stratégique de l'état-major des armées, je demande au vice-amiral d'escadre Nicolas Vaujour, sous-chef opération de l'état-major des armées, de venir sur scène.